En Amérique, aux États-Unis, c'est un plaisir de vous avoir. Déjà, regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de la grande team ce soir, LGT News. Issouf Diabaté, président de la Ligue amateur de football, est notre invité. Non conservé par Nice et Arsenal, Nicolas Pepe peut-il espérer retrouver les éléphants? Ça fait l'actu. Bonne émission en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. La question LGT de ce soir, non conservée par Nice et Arsenal, Nicolas Pepe peut-il espérer retrouver les éléphants? Appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. L'équipe de ce soir est composée de Ballot, de Jean-Philippe, de Clément Yeton et de Henri Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, JP? Super bien. Super bien? Super bien. Sûr? Bon, d'accord. Donc, vous êtes prêts pour les 90 minutes? Eh bien, oui. Évidemment. Henri Joël et vous? Oui, ça va très bien. Oui. Clément? Ah ouais, ça va, ça va. Et Ballot? Ça va, super bien. Bon, tout le monde est prêt, tout le monde va bien. Et on débute avec LGT News. LGT News. Football, infrastructures sportives. Songon et Port-Bouët auront leur stade de proximité. Dans le cadre des projets de construction des stades de proximité dans leurs communes respectives, le président de la Fédération ivoirienne de football a reçu en audience le maire de Songon, Eric Nkumo Mobio, et le 5e adjoint au maire de la commune de Port-Bouët, Olivier Monet-Yapi. C'était hier, mercredi, dans les locaux de la FIF à Trècheville. Les deux hôtes du patron du football ivoirien ont adhéré au projet et ont déjà mis à disposition de la Fédération des terrains nus pour la construction de ces stades de proximité. À noter qu'un accord a été signé par toutes les parties pour les questions de formalité. LGT News. Transfert vers un retour d'Aurier en Ligue 1. Alors qu'on s'achemine allègrement vers la fin de la saison, les clubs s'activent également pour l'exercice 2023-2024. C'est le cas de Rennes qui souhaiterait rapatrier Serge Aurier en Ligue 1. C'est en tout cas l'information relayée par Foot Mercato. Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, se montre satisfait du niveau actuel du capitaine des éléphants au point d'envisager un éventuel transfert la saison prochaine. On commence le débrief des news avec Clément Yeton. Avec vous, on parle du mondial U20. Oui, tout à fait. Et on parle quand même de la performance du Nigeria qui représente dignement l'Afrique actuellement. 2 matchs, 2 victoires. Une première victoire face à la République dominicaine, deuxième victoire face à la Grande Italie. Gros match des Flying Eagles. Donc je pense que c'est une nation qui est habituée à cette compétition-là. Ils ont déjà fait deux finales, 1989, 2005, avec la génération John Michael Obi, Tayo Taye, tout ça. Donc je pense que voilà, ils connaissent bien la compétition. On espère qu'ils vont mieux faire que ces 2 éditions, c'est-à-dire 1989 et puis 2005, ou encore faire mieux que le Ghana qui a gagné cette compétition-là en 2009 avec la génération André Ayew et autres. Donc on va souhaiter aux Nigérians d'aller le plus loin possible dans cette compétition. D'accord. Henri Joël, avec vous, on parle des infrastructures sportives. Bien sûr, des infrastructures qui peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une très bonne équipe de U20 dans les années à venir. Ça veut dire que dans quelques années ou dans quelques mois, on aura du côté de Port-Bouët et surtout de Songon des terrains qui seront mis à la disposition des jeunes parce que ce sont des infrastructures qui vont profiter aux jeunes. À Port-Bouët, par exemple, vous avez une association des centres de formation qui est obligée de pratiquer le football sur du sable. Ce n'est pas beaucoup intéressant. À Songon, ça va permettre, par exemple, à l'équipe locale peut-être de recevoir ces matchs à domicile parce que Songon est souvent obligé de venir au complexe sportif de Yopougon pour recevoir ces matchs. Donc, je pense que l'arrivée de ces 2 terrains-là dans ces 2 communes va permettre quand même au football d'aller de l'avant parce qu'aujourd'hui on a du côté de Yopougon on avait le complexe mais avec la pelouse synthétique qui a été posée ça permet quand même une bonne pratique du foot. Du côté d'Abobo c'est pareil donc si on a à Port-Bouët et à Songon je pense que ça va nettement améliorer les conditions de travail de ces centres de formation de ces équipes qui sont dans ces différentes communes. D'accord. Ballot, on parle de séjourier.
Oui, de Serge Aurier, parce qu'il est, il est courtisé par le Stade Rennais. Il faut savoir que le Stade Rennais, c'est un club qui est 6e actuellement de la Ligue 1, donc un club qui se porte plutôt bien. Serge Aurier a donc été courtisé grâce à sa faculté de progression. Il a véritablement progressé. Il faut dire que Serge Aurier a fait un moment sans compétition véritable. Il n'était pas en jambes, mais maintenant il a pu se trouver un club qui est Nottingham Forest, où il est une pièce maîtresse aujourd'hui du dispositif défensif de Nottingham Forest. Il était un artisan majeur du maintien de ce club. Et partant de ce fait-là, il a donc décidé, selon les informations, de rester à Nottingham Forest. Mais il faut rappeler que Serge Aurier n'est pas en bon terme avec les médias français. Il faut rappeler que lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, il a vécu de bons moments sportifs, mais pas que. Il y a eu le problème avec Laurent Blanc. Donc je pense, selon mes observations, que l'Angleterre lui sied bien par rapport à l'évolution du championnat, par rapport aussi à une certaine quiétude médiatique. Donc il a été excellent à Tottenham. Il s'en sort à Nottingham Forest. Donc il estime pour moi que l'Angleterre est la meilleure destination pour lui, le meilleur championnat pour lui, au lieu d'aller tout simplement dans le championnat français où il peut être exposé à des critiques sévères de la sphère médiatique française. D'accord. Jean-Philippe, avec vous, on parle handball. Oui, retour sur le continent africain, retour encore plus en Côte d'Ivoire. Nos deux représentants en compétition continentale ont regagné les bords de la lagune Ébrié. Il s'agit du Red Star chez les hommes et de l'Habitat Handball Club chez les dames. Et ces deux formations-là vont compétir à nouveau au niveau du championnat national pour la 4e journée. Mais il faut dire que le bilan lors de leur participation à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, la 32e édition qui s'est passée du côté du Maroc, n'a pas été véritablement à la hauteur des espoirs placés en nos représentants. C'est une compétition qui a vu la victoire finale du Zamalek aux dépens de l'équipe de l'Espérance de Tunis chez les hommes et du Premier de Agosto au dépens du Tonnerre du Kamala chez les femmes, une formation camerounaise. Maintenant, on espère qu'avec le retour aux choses domestiques, nos représentants pourront, je dirais, mettre à profit le capital obtenu surtout de par la participation à cet événement et puis pourquoi pas faire en sorte que ce capital puisse leur permettre non seulement d'avoir de la progression, mais d'avoir des très bons challengers ici et aussi pour pouvoir voir au niveau des prochaines éditions comment la Côte d'Ivoire se fera encore mieux représenter. Et comment se fait que les clubs du Nord ont plus d'avance sur nos clubs du Sud? Il faut dire que la crise générale qui a touché la Côte d'Ivoire, il faut le dire depuis la fin des années 90, pas les années 99-2000, n'a pas fait que toucher le football. Parce qu'on a fait un diagnostic du sport où on n'a pas parlé simplement du football. Mais quand on regarde, c'est tout le sport ivoirien, le sport d'élite de l'époque qui était véritablement touché. Du côté du hand, on a eu des équipes mythiques qui ont connu des moments très difficiles, d'autres même ont disparu. Il y a eu des formations comme le Rombo Sport, le RAC, Zadi Handball Club, toutes ces équipes-là qui, de par le passé, arrivaient à challenger les meilleures formations du continent. Et puis, le handball ivoirien n'a pas su progresser pour suivre la tendance continentale. Parce que vous avez du côté de l'Angola des super professionnels qui étaient super bien payés et qui sont toujours super bien payés et ça se ressent dans leurs résultats. Vous avez les Maghrébins également à travers le développement du soft power par le sport également qui ont mis les moyens pour devenir avec des équipes véritablement, je dirais, olympiques. Chez les hommes, vous avez le Zamalek, vous avez l'Espérance de Tunis. Ce sont des formations véritablement olympiques. Et donc, ces différentes formations-là ont suivi la tendance, ont fait les réinvestissements, ont mis en place des plans de développement et aujourd'hui, ça paye. La Côte d'Ivoire quitte je dirais de très très loin, quand moi je vois les conditions dans lesquelles déjà les filles de l'Habitat Handball Club s'entraînent, je me dis que ce n'est pas pour demain que la Côte d'Ivoire va avoir une formation capable de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes continentales. Je suis content aujourd'hui de voir que sur le plan national, il y a la construction des Agora, notamment l'Agora d'Abobo, avec des terrains de hand. Sûrement que cela va profiter à cette formation de l'Habitat Handball Club. Je suis content de voir la construction de ces infrastructures aujourd'hui au pays et il suffit simplement aux fédérations de faire preuve d'ingéniosité pour permettre aux clubs d'avoir ces infrastructures-là pour s'entraîner, pour progresser. Et puis pourquoi pas, pour terminer, autant le football a bénéficié de la construction des stades, on espère dans les années à venir que les sports de mer également auront plus de salles répandues sur l'ensemble territoire national pour avoir véritablement des équipes un tout petit peu papillées pour accroître leur compétitivité. D'accord. Quand vous parlez d'Agora, ça me fait penser à l'Agora de Koumassi aussi, où on sera demain. Petite parenthèse. Clément, un mot justement sur le handball. Oui, il a fait le résumé parfait parce qu'on parle de
ce déclin-là du handball ivoirien. Il y avait des formations telles que l'Africa Rombo qui allait titiller les clubs angolais. Donc ce n'est plus le cas parce qu'on a baissé énormément. Et puis il y a le souci de formation. Après aussi, comment est-ce que tu arrives à bien former quand tu n'as pas d'infrastructure? Et c'est ce qui nous arrive. Et il a parlé de ces constructions d'Agora et autres qui vont permettre quand même au handball ivoirien ou encore à Habitat de mieux être en forme, de mieux gérer tout ce qui est séance d'entraînement, parce que quand tu n'as pas ces BABA là, c'est très très difficile. C'est pas seulement qu'au football, il faut mettre tous les sports dans les meilleures conditions. Voilà, on sait qu'il y a un sport majeur qui est le football qui domine beaucoup aussi au pays ici, mais après, il faut pas aussi oublier les autres. Et quand tu ne formes pas, quand tu ne mets pas des moyens, quand on parle de handball en Angola, ça devient véritablement une science. On met tout ce qui est formation, on va chercher tout ce qui est expert. Donc, on n'est pas étonné que l'Afrique du Nord domine le handball africain ou encore l'Angola domine le handball africain parce qu'eux, ils ont choisi ce sport-là comme sport roi. Et quand tu choisis l'handball comme sport roi, tu mets tout ce qui est équipement, tu mets tout ce qui est moyen et puis tu mets surtout les athlètes dans les meilleures conditions parce que quand tu arrives à vivre de ton art, de ta passion, de ton sport, tu peux donner le meilleur de toi que sur le terrain. Donc bravo à cette nation-là qui ont compris que sans infrastructure, sans la formation également, on ne peut rien au sport. D'accord, très bien, c'est très bien dit. Merci Clément. Une petite pause, juste le temps de la pub et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans un tout autre décor de la Grande Team, dans ce salon, pour recevoir notre invité. Et ce sera dans la rubrique « L'invité ». Aujourd'hui, nous allons à Gagnoa, à la rencontre d'un grand dirigeant sportif, directeur de société. Il s'est imposé dans le difficile métier du football au point d'être actuellement membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue de football amateur, accueillant ensemble dans ce salon de la Grande Team Issouf Diabaté. Bonsoir, Monsieur Diabaté. Installez-vous. Bonsoir, Monsieur Diabaté. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien? Très bien. Et chez vous? Très bien. Bon, je serai accompagnée de Balo pour l'entretien d'aujourd'hui. D'accord. Et avant de commencer à inviter notre président, n'est-ce pas? Je peux vous appeler comme ça? Oui, ça marche. D'accord. Nous démarrons avec la présentation, votre présentation, si vous permettez. On regarde donc cet élément. En juin 2011, dans le difficile contexte de la crise post-électorale, le Sporting Club de Gagnoa tient son assemblée générale élective et porte à sa présidence une personnalité totalement inconnue dans le milieu du football ivoirien. Son nom, Issouf Diabaté. Le Sporting est au bord de la relégation, mais celui qui était alors considéré comme le plus jeune président de club du pays va faire montre de qualité managériale exceptionnelle. Directeur de société, il applique des méthodes propres aux entreprises et redresse rapidement l'équipe du fromager. Sous sa conduite, avec des entraîneurs comme Aïdara Swaleo et Aka Kwame Basile, le Sporting monte dans l'élite en 2012 et enregistre des performances remarquables. En 10 ans, le club de Gagnoa finit 3 fois vice-champion de Côte d'Ivoire contre 4 participations aux Coupes africaines et rénove son stade en le dotant d'une pelouse synthétique. Issouf Diabaté devient ainsi une personnalité incontournable dans le football ivoirien. En avril 2022, il est élu au sein du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, dirigé par Yassine Idriss Diallo. Séduit par sa connaissance des réalités du football local, celui-ci le nomme à la tête de la Ligue de football amateur. Réputé pour sa générosité, sa simplicité et son ouverture d'esprit, Issouf Diabaté est également député maire de Gagnoa, sa ville natale. Alors, Président, tout a été dit, j'espère. Vraiment, tout a été dit. Tout a été dit, Je suis d'accord. impressionné. Ah, on est ravis alors. Moi, j'ai bien envie de vous poser une question. Comment votre histoire avec le football a démarré? C'est depuis tout petit. C'est depuis tout petit. Je suis né à Gagnoa, dans le quartier de Baoulé-Bougou. Et je pense que pas loin de notre cour, il y avait un terrain de Maracana. Et voilà, nos aînés jouaient. Donc, j'ai aimé
Donc, je m'amusais avec nos aînés. Et puis après, on parlait du Sporting Club de Gagnois. Et j'étais ramasseur de balles. J'étais ramasseur de balles, oui, parce que j'avais l'amour du football. Donc, chaque week-end, je partais plaider, voilà, pour que personnellement, le fils de Makan Keïta, mon grand frère Zo, voilà, je forçais pour qu'il me classe parmi les ramasseurs de balles et j'avais la chance. Au Sporting Club de Gagnois? Oui, au Sporting Club, je partais Wow. ramasser les ballons au stade Victor Biakaboda. Et le grand frère il m'avait toujours classé parmi ceux-là. Voilà, donc j'ai eu cet amour-là du Sporting. Et puis bon, c'est de là qu'il est parti. J'avais voulu moi-même jouer au football, mais comme le papa m'empêchait. Oh, Voilà, oui, parce que j'avais l'amour, je me suis dit que j'avais un talent. Voilà, j'avais un talent de buteur, donc je voulais devenir forcément footballeur. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et voilà, je suis devenu président du Sporting depuis 2011, juste après la crise post-électorale. Et puis bon, Dieu merci, le Sporting était dernier en Ligue 2 avec 2 points après 7 journées. Et j'ai réussi à maintenir l'équipe la même année. Et l'année qui a suivi, avec le coach Aïdara Choualo, que j'ai salué de passage, on a disputé 17 matchs, donc 14 victoires et puis 3 matchs nuls. Et nous avons accédé directement en première division. Et depuis 2012, nous n'avons pas encore pris l'ascenseur. Finalement, vous avez un talent de dirigeant. Ah oui, plutôt que de buteur, on va voilà, dire ça. Parce que c'est Dieu qui décide. J'avais voulu être footballeur, mais Dieu a dit non, que je l'étais bien pour être dirigeant et Dieu merci, ça marche. Et depuis l'histoire du Sporting Club de Gagnois, quand on regarde les archives, c'est la première fois que le Sporting fait 12 années successives en première division. Wow. Félicitations. Ben déjà, Président, vous avez raconté quelque chose d'assez intéressant. Lorsque vous êtes arrivé à la tête de ce club, vous venez de dire qu'ils étaient mal classés. Alors, quelles ont été les recettes immédiates pour avoir les résultats escomptés? Sans vous mentir, j'ai pris le Sporting juste parce que j'étais 7e vice-président, ce qui n'existait pas dans les tests, parce que je venais aider le Sporting. À chaque match, quand le Sporting était en Ligue 2, je participais aux primes de match. À chaque victoire, bon, la prime était de, je crois, de 15 000. Donc moi, je mettais toujours 10 000 là-dessus pour les joueurs. Et juste après la crise post-électorale, le président avait eu certains soucis. Donc le Sporting était à la traîne, il n'était pas là, il était à Abidjan. Et les dirigeants sont venus me voir à 2 reprises. Et j'ai dit, bon, si je devais prendre le Sporting, tout de suite, il fallait que le président démissionne parce que je ne peux pas avoir une procuration pour diriger. Et c'est ce qui a été fait. Le Sporting était mal placé, comme je vous l'ai dit. On avait 2 points après 7 journées. Voilà, et c'est l'AJ de Guibéwa qui était premier d'abord du championnat. Et quand je suis arrivé, j'ai parlé avec les joueurs. Ça coïncidait que nous étions déjà au Mercato. J'ai parlé avec les joueurs et j'ai demandé quel était leur traitement. En tout cas, ce n'est pas bon à raconter. J'étais parti voir où ils dormaient dans le quartier de Garayo. C'était pas dans de bonnes conditions. Voilà, pas de bonnes conditions. J'ai demandé leur masse salariale. Ils m'ont dit qu'ils étaient payés à 30 000 même. Et puis, bon, c'était difficile même d'avoir ce salaire-là. Et tout de suite, comme ça coïncidait au Mercato, j'avais la possibilité de prendre 7 joueurs. Je suis venu à Abidjan et j'ai pris contact avec les anciens joueurs de Gagnois qui étaient dans les autres clubs. Il y a Saye Grouyou, Dalio Kawe, Nyawa Lebe et Kassim Malan. Et j'avais vu le jeune frère parfait, voilà, qui a appelé certains joueurs comme Djoumandé et autres. Donc les 7 sont arrivés directement. En une fois, et j'avais comme entraîneur Akakwame. Et je pense qu'on n'a pas perdu le match. Le match qu'on ne devait pas perdre, c'était contre l'AJ de Guibéroa ici. Et nous avons perdu le match. Donc, c'est l'AJ qui était venu jouer le carré d'As. La même année, de dernier, nous avons terminé 2e. Et votre qualité de directeur de société et aussi vos moyens financiers, est-ce qu'ils ont servi à contribuer justement à la gestion de cette équipe? Oui, on le dit, puisque j'ai 2 postes électif aujourd'hui à Gagnois, on me dit que c'est le Sporting Club. Oui, j'ai dit, mais le Sporting Club doit reconnaître que sa mère, c'est la société ivoirienne de caoutchouc La Sika. Voilà, parce que j'ai été manœuvre pendant 3 années à la société école de Cavali CIC. C'est là-bas que j'ai appris l'hévéaculture. Bon. Et là-bas, on était vraiment des manœuvres. J'ai appris cette filière-là. Et quand je suis arrivé à Gagnois, après le décès de mon père personnel, voilà, j'ai essayé de mettre cette structure en place et j'ai rajouté l'achat du caoutchouc. Et c'est de là, Dieu m'a fait grâce. En tout cas, je suis parti d'exploit en exploit. Et puis, encore le prix de l'EVA est en train de grimper. De 200, nous sommes partis jusqu'à 1000 francs. Donc, en tout cas... Donc, vous avez utilisé vos moyens financiers aussi pour la gestion de l'équipe. Tous les joueurs que j'avais pris en Ligue 1 pour venir jouer en Ligue 2, j'ai reconduit leur salaire de Ligue 1 directement. Et les joueurs qui étaient payés à 30 000, ils sont montés directement à 60 000. Voilà.
Et ils avaient une prime de match voilà, qui était de 30 000. Et puis ceux qui ne jouaient pas, ils avaient la moitié de prime. Je veux dire, à part les 18 joueurs, tous ceux qui restaient, qui n'étaient pas retenus, ils avaient la moitié de prime. Donc il y avait cette cohésion. Ceux qui partaient jouer, ceux qui ne jouaient pas, priaient plutôt pour ceux qui partaient jouer pour gagner, afin qu'ils puissent avoir la moitié de prime. D'accord. Alors, que retenez-vous globalement de toutes ces années à la tête du Sporting Club de Gagnoa? Je pense que c'est une satisfaction. Voilà, c'est une satisfaction parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le rang du Sporting Club de Gagnoa, quand j'ai vu le classement de la CAF, je pense que je suis au devant aujourd'hui de l'Africa Sport. Donc, je pense que c'est un soulagement. Je suis au devant du stade, je suis au devant du Stella, donc c'est un soulagement. Je ne regrette pas. On a fait beaucoup de sacrifices, mais être à la tête du Sporting Club de Gagnoa en 12 ans, terminer 3 fois vice-champion, jouer 3 fois la Coupe d'Afrique, je pense qu'il n'y a pas autre mérite, il n'y a pas autre reconnaissance. Je pense que le Sporting m'a apporté, ça m'a rendu encore plus populaire. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui comme, je pense que c'est une récompense de Dieu. Oui, et aujourd'hui, on constate que le Sporting Club de Gagnoa a disputé le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, a été malheureusement éliminé par la SEC Mimosa. Alors, aviez-vous joué une part active tout simplement à l'éclosion de ce club-là sur la scène africaine? Ah oui, voilà, comme je le dis partout, hein, en 12 ans, c'est la première fois que la SEC prend les 6 points sur moi, c'est-à-dire la SEC m'a battu en aller et retour. Parce que je n'avais jamais accepté. Durant mes années passées en première division, je n'avais jamais accepté qu'un club me batte en aller et retour. Soit si tu m'as battu en aller, au retour, soit on va faire un match nul ou bien je vais te battre. Mais c'est la première fois, mais il faut reconnaître que la SEC a une grande équipe cette année. Voilà, elle méritait, elle a joué la demi-finale de la Coupe de la Confédération. Malheureusement, elle est tombée sur une équipe plus forte qu'elle. Voilà, donc je peux dire que j'ai apporté un plus. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez dans toute la région, c'est le Sporting Sol qui représente cette région du Lot-du-Bois dans toute la région. En tout cas, c'est une satisfaction. On parle de Gagnoa aujourd'hui partout. Je peux dire que c'est grâce au Sporting Club de Gagnoa. Oui, mais aujourd'hui, toujours, il y a ce club-là qui émerge et vous avez de nouvelles fonctions. Vous êtes président de la Ligue amateur. Alors, par rapport à cette nouvelle fonction, aviez-vous pris des distances avec le club? Quels sont les rapports que vous entretenez par rapport au Sporting Club de Gagnoa? Oui, je l'ai dit, il faut savoir partir. Il faut savoir partir et je l'ai dit à qui veut l'entendre. Cette année, c'est ma dernière année. C'est ma dernière année. Je vais me concentrer surtout sur cette nouvelle tâche parce que souvent, je me lâche. Je vais au terrain et vraiment, je me lâche. J'oublie ma casquette de président de la Ligue pour l'amateur. Donc, je vais essayer de prendre mes distances. Il faut savoir partir comme notre aîné, le président Zinsou est parti. C'était difficile, ça faisait mal. Mais il a pris ses distances, il faut savoir partir. Donc, je pense que c'est ma dernière année. Je vais laisser la place au vice-président Gadichal, voilà, qui est vraiment prêt pour, en tout cas, suivre ce parcours-là. Moi, j'ai envie de parler de la FIF. Hein. Lors des élections de la FIF, vous avez choisi Idriss Diallo. Pourquoi? J'ai choisi Idriss Diallo parce que on en a discuté longuement. On en a discuté longuement. Et je ne le connaissais pas auparavant. Voilà, nous étions membres fondateurs du GX. Voilà, avec à notre tête le président Malik Touré. C'est avec lui que nous avons fait la fronde. Vous avez entendu parler du GX. Et après, le président Malik m'a présenté le président Idriss. Je suis parti chez lui pour la première fois avec mon petit frère Diabaté Issa, voilà, qui m'a dit que c'était la même vision. Il fallait partir discuter avec lui. Et nous sommes partis discuter. En tout cas, il m'a convaincu. Et effectivement, c'est les mêmes visions que vous avez? C'est les mêmes visions, voilà, parce que vous voyez aujourd'hui, et comme je l'ai dit, c'est Malik Touré qui nous guidait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils travaillent ensemble avec le président Idriss. Et puis, je pense que tout va comme sur des rails. Bon, et comment s'est fait votre nomination à la présidence de la Ligue de football amateur? J'ai dit que je voulais apporter une petite expérience. J'ai l'amour du football. Oui. Donc, j'ai parlé avec le président Idriss. Je lui ai dit que ce département m'intéresse. Voilà, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, je vais vous aider à vraiment à honorer tout ce qu'on a dit durant la campagne. Mais ça m'intéresse. On n'a pas marchandé. Il a dit, comme c'est une volonté, ça vient de toi. Il n'y a pas de problème, président. Voilà, ce n'est pas pour cela que je l'ai suivi. J'avais déjà donné le parrainage. C'est après les discussions, on leur demandait à chacun d'entre nous de dire qu'est-ce qu'il pouvait apporter à cette équipe. Et après un an d'exercice, un bilan global? Je suis satisfait parce que nous avons joué toutes les compétitions et grâce au président, nous avons respecté tous nos engagements.
D'accord. Oui, mais faut dire que sur ce plateau même, les clubs de 3e division ont émis un certain nombre de griefs, notamment le fait que, en ce qui concerne les prises de décision en Assemblée générale, ils étaient exclus. D'ailleurs, le 26 février 2022, on leur a refusé la qualité de membres actifs. Quant à l'Assemblée générale, en ce qui concerne la révision des statuts de la Fédération ivoirienne de football, c'est vrai, sous l'égide du comité de normalisation. Alors, vous dressez un bilan aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu dissiper l'amertume de ces clubs de 3e division? Non, ce n'est pas les clubs de 3e, c'est les clubs des districts et des divisions régionales. Oui. Sinon, les clubs de 3e division, je crois qu'ils sont membres actifs. Voilà, ce sont les clubs des districts et des divisions régionales. Oui, mais ils ont tout de même exprimé ces griefs. Alors, est-ce que vous avez pu les dissiper, justement? Bon, je pense que c'est au comité exécutif de décider. Voilà, je pense qu'on a une assemblée dans le mois de juin. Voilà, donc je pense qu'au cours de cette assemblée, ils vont poser le problème et puis ensemble, nous allons analyser. Parce que c'est le comité exécutif qui décide. Et je pense que le président Idriss, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment attentif. Et s'il y a la possibilité, voilà, de leur donner ce pouvoir-là, je pense qu'il ne va pas tabler là-dessus. Et je lui fais très confiance, je crois qu'il est attentif. Il a fait beaucoup de sacrifices cette année. Au final, même, il faisait vraiment pitié. Et comme il a dit, il est venu pour le développement du football ivoirien. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Et qu'est-ce qui est fait contre la corruption et la tricherie concernant la Ligue de football amateur? Oui, s'il y a des preuves qui sont avérées, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va jusqu'à la radiation. Voilà, s'il y a des preuves, on nous parle de corruption, mais sans preuve. Voilà. Et on nous parle des arbitres, mais aujourd'hui, le président Dwayne Oumadjes, que je salue de passage, et quand c'est avéré, je pense qu'en tout cas, il sanctionnait, il ne s'amusait vraiment pas avec. Mais il y a trop de scores fleuves dans les championnats amateurs. Mais si les buts sont marqués dans les règles de l'art, je pense qu'il y a l'équipe de Mamadou Saoudane qui avait battu une équipe en Afrique du Sud 22-0. Personne n'a crié au scandale. Voilà, maintenant, si le rapport du commissaire, les arbitres disent que les buts ont été marqués dans les règles de l'art, je ne vois pas d'où est la corruption. Voilà, s'il y a des preuves, vous avez vu qu'il y a des arbitres ivoiriens qui avaient été sanctionnés à un moment. Tout le monde connaît le talent de ces arbitres. On sait que ce ne sont pas des arbitres corrompus. Mais comme il y a eu une preuve, il y a quelqu'un qui s'est caché pour filmer une scène, je pense qu'ils ont pu payer les pots cassés. Mais je pense que s'il y a des preuves véritables, on va passer jusqu'à la radiation. Peut-être que si on a attrapé un dirigeant ou bien un acteur de football avec peut-être tout ce que les gens rencontrent avec des preuves, et je pense que le président ne veut pas s'amuser avec. D'accord. Moi, j'ai envie de parler de football féminin. Quelle place vous accordez au football féminin? Je peux dire qu'aujourd'hui, les dirigeants, les présidents de football féminin, aujourd'hui, ont poussé un ouf de soulagement parce que leur subvention qui était de 2 millions est passée à 10 millions. Et nous avons respecté encore notre engagement. Voilà, aujourd'hui, nous savons qui est premier et qui est champion du football féminin. C'est Athlétique que je salue déjà de passage. Voilà, et pour cette année encore, comme je l'ai dit, on va innover. Nous avons joué la D2, une première dans le football ivoirien. Et nous avons joué le championnat de Ligue 2. Nous attendons maintenant de jouer la finale. Oui, mais ce samedi, il y a la Super D3. Alors, quelles sont les innovations que vous avez apportées? Le play-off, comme j'ai croisé les présidents de club ce matin, et je leur ai dit que ça me fait mal parce que ici, les 4 clubs étaient montés parce que les 4 sont premiers de leur poule. Et nous sommes obligés d'aller au poule pour les départager. Et c'est seulement 2 qui vont monter en première division, et en Ligue 2, pardon. Et bon, l'innovation, je le dis aujourd'hui, les clubs de Détroit, de 15, on est passé à 30 millions directement. Et jusqu'au mois de mai, nous avons respecté la tranche pour tous ceux qui ont donné des justificatifs. Voilà, des tranches précédentes. Et aujourd'hui, il y aura les Oscars et ils vont participer à ces Oscars. C'est le meilleur buteur, le meilleur gardien. Et je suis allé même jusqu'à dire le meilleur journaliste qui a fait la couverture. Il aurait un ordinateur portable plus une enveloppe de 500 000 francs. Voilà, pour les encourager parce qu'ils ont fait la couverture. Ils ont été impeccables. En tout cas, ils nous ont suivis. On rivalisait même avec la Ligue professionnelle. Et quand est-ce que les champions seront récompensés? On va déterminer ça avec ce que juste après le championnat de première division. Peut-être début du mois de juillet. Parce que nous arrêtons le championnat le 30 juin. Voilà, date FIFA. Donc, début du mois de juillet, je pense qu'on va organiser les Oscars et on va récompenser tous les lauréats. Et pour revenir au football féminin, à quand le droit de vote pour les clubs de football féminin? De division régionale et de district? Ça, je pense qu'on va discuter à l'Assemblée. Okay. Ça, il faut que je vous le dise ouvertement. Voilà, ils participent et je pense que c'est à l'Assemblée nous allons déterminer. Oui, mais
est-ce qu'il y a une échéance tout de même? Est-ce que vous pouvez tabler? C'est vrai que vous allez entreprendre des discussions, mais est-ce que vous envisagez déjà des échéances par rapport à ça? Oui, effectivement. Comme je vous le dis, le président Idriss, il n'est pas fermé. Il est vraiment attentif. En tout cas, c'est un président, je ne veux pas faire ses éloges parce qu'il va dire que je l'ai soutenu. Voilà, c'est parce que j'ai épousé sa vision que je suis avec lui. Mais aujourd'hui, tu peux te déplacer de Gagnoa, tu viens voir le président Idriss pour un problème, même si il ne règle pas ce problème, il ne va pas refuser, il va peut-être déplacer ce problème, mais en tout cas, il va te donner de l'espoir. Et même s'il ne veut pas, il va t'amener à accepter sa décision. D'accord. Président, des journalistes et des acteurs du milieu du football ont bien voulu parler de vous à notre micro. On les écoute. Moi, je retiens que c'est un passionné de football. Il a joué un peu au football et aujourd'hui, c'est un grand dirigeant. Il fait partie des meilleurs dirigeants de notre pays. Le Sporting Club de Gagnoa était presque mort. Il a ressuscité le club, il a envoyé le club en Coupe africaine. Et aujourd'hui, on voit où le Sporting a devenu un club, l'un des meilleurs clubs du championnat. On lui a donné aussi la ligue amateur de notre football. Et on sait que tout n'est pas parfait, mais il s'est beaucoup débrouillé, il s'est beaucoup démené, il a apporté des innovations. Le championnat amateur était l'un des plus suivis par les journalistes. Si cela, tous ces faits-là, il faut le mettre au compte d'Youssouf Diabaté. Pour sa première saison, je pense que c'est une bonne saison puisque toutes les compétitions ont eu lieu au niveau du football féminin, 2, 3, régional, district. Donc sa saison est presque terminée, il reste à l'épreuve de chaque saison. Il a fait une très bonne saison et je pense qu'il est parti pour réussir sa mission au niveau de la Ligue de football amateur qui deviendra Ligue nationale de football. En tant que, il est aussi dirigeant des Sporting Club de Gagnoa. Lorsqu'il a pris le Sporting Club de Gagnoa, cette équipe a joué 4 Coupes d'Afrique en 12 ans. Et je pense que c'est un bon dirigeant. Il va insuffler cette dynamique à la Ligue de football amateur pour que notre football de base soit un bon football. C'est l'un des présidents du club qui est très très proche de la presse sportive de Côte d'Ivoire. La preuve, depuis qu'il a été nommé à la tête de la Ligue de football amateur, chaque fois qu'il convie les journalistes à une conférence de presse, les journalistes sont mobilisés comme un seul homme pour venir donc l'accompagner dans cette tâche que lui a confiée le président Yassine Idriss Diallo. Donc le président Youssouf Diabaté, c'est l'un des rares dirigeants de la place qui vraiment est aux côtés des journalistes en termes de respect, en termes de considération. Donc c'est un président à encourager parce qu'il fait du bon boulot, il respecte la presse et puis à la tête du Sporting Club de Gagnoa, il dirige bien le club. Dans un premier temps, on voulait dire merci à la Ligue amateur pour ce championnat parce que vraiment ça a été bien organisé. Dire merci aussi à son président Youssouf Diabaté qui a mis vraiment la bouchée double. Dès les premières réunions, tout ce qui a été dit, je pense que ça a été respecté. Vraiment, nous sommes heureux et nous pensons que ça va continuer. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait pour pouvoir gérer cette ligue-là au mieux. Et on le voit, hein, cette ligue-là se porte bien. Et il a posé des bases, il y a des choses à améliorer. Et lui-même, il a dit ici en conférence de presse, la saison prochaine, il y aura des choses à améliorer. Mais pour cette première expérience, on peut lui donner une note de 7 sur 10 pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a tenté de poser comme base. Alors, qu'est-ce que ça fait d'entendre tous ces mots? En tout cas, ça me fait chaud, tous ces témoignages. Oui. Bon, en fait, je leur ai dit merci parce qu'ils m'ont accompagné, parce qu'ils ont cru en moi. Voilà, on se connaît, c'est la majorité de ces témoignages-là. Je connais ces journalistes-là depuis de longues dates. C'est le respect mutuel. Et quand ça ne va pas, ils me tapent là-dessus. Bon, en tout cas, quand ils écrivent aussi, ce qui est un peu dur, je leur dis que vous êtes allés un peu trop loin. Bon, en tout cas, ils ont cru en moi et ils m'ont accompagné, comme je le disais. Sur les médias, la presse, sur les réseaux sociaux, je peux dire qu'on a damé le pion à la Ligue professionnelle de football. Alors, Président? Non, moi, une question rapide, Balo, je vous en prie. Vous êtes aussi député maire de Gagnoa. Effectivement. Comment vous arrivez à combiner tous ces postes? Député maire de Gagnoa,
président de la Ligue de football des amateurs. Je suis un bon élève. Il est rare que de manquer une session. J'ai une équipe dynamique. Voilà, j'ai une équipe dynamique. J'ai des adjoints qui sont très dynamiques. J'ai des conseillers aussi. Donc, je pense que c'est une équipe qui dirige. Donc, quand je m'absente, mais je suis résident à Guingois, ça il faut le dire. Je suis plus résident à Guingois. Il est rare de voir le député maire de Guingois faire un week-end hors de sa base. Voilà, et quand je viens à Abidjan, peut-être c'est pour des réunions, pour les sessions. Comme là, aujourd'hui, vous êtes à Abidjan. Je suis à Abidjan parce que j'avais une conférence de presse. Et parce que vous avez notre rendez-vous avec vous aussi. Je devais honorer, voilà pourquoi. Sinon, on arrive à gérer, mais je pense qu'on va se décharger un peu les années à venir. Alors, Président, vous avez fait un bon mandat au Sporting Club de Gagnoa. Vous êtes aujourd'hui président de la Ligue amateur. Est-ce que demain, vous nourrissez des ambitions pour briguer la Fédération ivoirienne de football? Non, non. Pour le moment, avec cette équipe, avec le président Idriss Diallo, non, je ne pense pas à ça. Voilà, vous ne pensez pas avoir les qualités requises pour... Non, mais pour le moment, c'est une équipe qui dirige. C'est une équipe qui dirige. J'ai un président qui est M. Idriss Diallo. J'aime sa vision. Il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il dise que je laisse cette fédération-là. Mais pour l'heure, on ne mérite pas cette équipe. Personne ne mérite de diriger cette fédération ivoirienne de football-là. Donc, on ne va pas l'embrouiller. On ne va pas mettre les bâtons dans ses roues. Nous sommes concentrés. Notre objectif aujourd'hui, c'est la CAN. Et je pense qu'il n'y a pas de velléité de candidature. D'accord, très bien. Alors, on en vient maintenant à un pan plus léger de notre entretien. Est-ce que vous avez un côté jardin? Le sport, le football et la musique. Hein. Voilà. La musique, si vous me voyez devant l'écran, à part les informations, si ce n'est pas le football, c'est la musique. Oui, il voulait dire votre vie privée, marié, père de combien d'enfants? Oui, effectivement, j'ai une femme. Voilà, vous savez, je suis musulman. Oui. Voilà, donc vous n'allez pas chercher à regarder mon doigt parce que vous ne verrez rien d'abord. Oui. Non, mais vous êtes marié. Oui, voilà. Et voilà, combien d'enfants? J'ai 6 enfants. D'accord. J'ai 6 enfants. OK. Et quels sont vos goûts musicaux et vos distractions favorites? Hormis le football. Hormis la musique. Le zouglou? Surtout. Ah, d'accord. OK. Et justement, j'ai eu une information, je vais la vérifier avec vous. Faut dire qu'au niveau de Gagnoa, j'ai entendu dire que votre père avait une discothèque. Il avait déjà. 2 boîtes de nuit. 2 boîtes de nuit, d'accord. Et qu'est-ce que ces boîtes sont devenues aujourd'hui? Ah non, il a fermé parce qu'arrivé un moment, il s'était donné à la religion musulmane. Voilà, donc avec le conseil des et c'était pas bien d'être musulman et puis vendre de l'alcool. Donc, pour finir, je crois, dans les années 90, je crois qu'il avait mis fin à ça. Voilà, je pense que c'était l'une des meilleures boîtes de la place. C'était Tropicana et puis Raskas. Et je pense qu'ils ont fait leur temps. Mais pour finir, je pense qu'il s'est plus donné à la religion musulmane. Et il a transformé ces boîtes de nuit-là en magasin. D'accord. Alors, juste une dernière question par rapport à ce volet-là. C'est une chaîne de sport et de musique. Vous avez dit tout à l'heure que vous appréciez le zouglou. Est-ce que vous êtes en lien, en contact avec des artistes du monde du showbiz? Bon, pas peut-être une amitié sincère, mais je pense que quand j'ai besoin de ces artistes-là, je crois qu'ils répondent présent. Présent, oui. Voilà, ils répondent présent. Souvent, je les déplace pour les activités. Et à Gagnoa, pour des événements, ils viennent. Mais pour ça, je ne dis pas franchement, je vais déplacer les Zougloumanes. Voilà, quand tu veux, peut-être que tu as affaire comme j'organise chaque année la nuit du bachelier. Voilà, tout ce que les élèves demandent, c'est cela que je fais. La dernière fois, c'était Fior de Bior. Et après, c'était, comment dirais-je, JC Pluriel. Mais pour revenir aux Zouglou, déjà, on entend au fond sonore une musique qui vous est spécialement dédiée. Et je sais que vous appréciez. Mais pourquoi vous appréciez le Zouglou? À cause des paroles? À cause des paroles. À cause des paroles. Et ce qui a fait que j'ai aimé plus ce groupe Espoir 2000. Vous savez qu'en 99 et en 2000... Parce que là, on entend Génération Consciente de Espoir 2000. Oui, effectivement, ils avaient prophétisé pour dire que dans le rêve, ils avaient vu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens s'entre-déchirer. Et il a dit heureusement que c'était un rêve. Mais tu vois, ils étaient tellement inspirés, c'est devenu la réalité. Donc, je les adore. Voilà. Ils ont même fait un morceau pour le Sporting Club de Gagnoa. Oh là là, d'accord, OK.
Et justement, parlons des choses que vous aimez Dernière bien. Vous question. aimez le Zougoulou Sporting Club de Gagnoa, mais certains vous soupçonnent d'avoir un amour caché pour la SEC Mimosa ou un amour dévoilé pour certains. Est-ce que c'est vérifié? Je sais pas, ça, c'est pas un amour caché, je le dis à qui veut l'entendre. Voilà, je suis actionnaire, je suis à SEC Mimosa, de cœur, de sang, mon âme même est à SEC. Et je le dis, je travaille pour le Sporting Club de Gagnoa, mais mon cœur, il est à SEC. Et puis, personne ne peut retirer cet amour-là. Très bien, très bien. Bah, Président, nous, on a envie de faire des pénaltys, de tirer des pénaltys avec vous. Est-ce que vous nous permettez? D'accord, pas de souci. Bon, on part pour pénalty alors. C'est simple, hein, c'est très simple. Il y a des images qui vont s'afficher sur l'écran en face de vous. D'accord. Et c'est des personnes que forcément vous connaissez. Donc vous allez vous adresser à ces personnes comme s'ils sont en face de vous, comme si nous, on n'est pas là. Ah, d'accord. Donc on y va. Premier penalty. Ouais, le champion. Adressez-vous à lui. Je voulais vous dire merci. Et ce jour-là, il est venu très sexy. Malheureusement, c'est tombé dans la période de carême de jeûne. Et c'était l'imam qui était venu. Vous, merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Vraiment, merci à vous. Merci. Et puis, profitez pour dire que Oui. le play-off D3 commence ce samedi 27. Et je pense que merci à la 3 qui a accepté de faire une couverture. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de notre rubrique L'invité. On passe à la pub. Et tout à l'heure, on se retrouve sur le grand plateau de la Grande Team. À tout à l'heure. De retour sur le plateau principal de la Grande Team, nous avons donc rejoint Jean-Philippe, Clément Yéton et Henri Joël. Ça va, messieurs? Ça va. On poursuit? D'accord, on y va donc. Le téléphone est ouvert, hein, oui. Le 27 21 59 93 99. Vous pouvez donc nous appeler pour nous donner votre avis concernant la question LGT de ce soir. Non conservé par Nice et Arsenal. Pépé peut-il espérer retrouver les éléphants? Et c'est le sujet de l'actu de ce soir. On attendait beaucoup Nicolas Pépé au cours de cette saison de la Ligue 1. L'attaquant ivoirien n'a malheureusement pas pu s'imposer à Nice, qu'il a rejoint cette saison en provenance d'Arsenal. De quoi susciter des interrogations quant à un probable retour chez les éléphants dans une forme olympique. En attendant de décortiquer ce sujet, intéressons-nous à la vidéo préparée par la rédaction. Messieurs, avant de vous demander d'utiliser vos panonceaux, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour le cas de Nicolas Pépé? Clément? Oui, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter pour lui parce que quand tu as fait une superbe saison en 2019 où tu remportes le prix Marc-Vivien Foyer, tu mets beaucoup de buts avec Lille et puis tu fais un transfert record de 80 millions d'euros, tu vas à Arsenal et puis tu ne confirmes pas. Tu vas à Nice également que tu ne confirmes pas. On parle de l'un des plus gros talents ivoiriens ou encore de la Ligue 1 française. Donc je pense qu'il n'a pas confirmé. Et on attendait un gros Pépé, on attendait un grand joueur. Ce joueur qui allait franchir ce cap-là en quittant Lille pour Arsenal. Mais malheureusement, il n'a jamais su franchir ce cap. Et puis voilà, il y a les pépins physiques qui arrivent petit à petit. On sent un Pépé qui se rapproche plus de la fin qu'un Pépé rayonnant. Voilà, on doit s'inquiéter parce qu'il n'a pas eu... C'est un gâchis pour moi. Voilà, c'est un gâchis parce qu'il n'a pas un gâchis en club comme en sélection, parce que même en sélection, il n'a jamais répondu, il n'a jamais porté cette sélection nationale également, en club également à Arsenal où il devait faire partie des top 10 en Europe, il n'a jamais confirmé également. Donc on parle d'un gars qui est en mode décrescendo, qui est d'être en mode crescendo. Donc il y a lieu de s'inquiéter pour notre Nicolas Pépé. Henri Joël, lieu de s'inquiéter? Oui, on doit s'inquiéter pour Nicolas Pépé. Hein. Vous savez, après l'Angleterre, on attendait, il a dit, Clément l'a dit, on attendait un Pépé rayonnant du côté des Gunners. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Sinon, le talent, il est là. Maintenant, il revient en France pour se relancer la carrière. Il arrive et les mêmes difficultés ressurgissent, notamment les blessures. Mais même quand il n'est pas blessé, ce n'est pas un Pépé rayonnant. Parce qu'on a connu un Pépé plus rayonnant du côté de Lille. C'est d'ailleurs plutôt ces performances à Lille qui ont valu ce transfert de 80 millions. Donc aujourd'hui, non seulement le transfert pour moi a pesé très lourd au niveau des attentes placées en PP, ensuite ce retour à Nice
pour la relance de la carrière n'a pas été à la hauteur. Maintenant, aujourd'hui, les deux clubs, que ce soit Arsenal et Nice, ne comptent pas le garder. Alors, ça sera quoi la prochaine destination? Parce qu'on pose la question, si le joueur avait été performant ou peut-être avait fait une saison passable, hein, si on peut le dire comme ça, il aurait peut-être des prétendants. Parce que s'il y a des prétendants, donc forcément, tout le monde est informé. Mais pour l'instant, malgré ce choix de ces deux clubs de se débarrasser de lui, on n'entend pas de bruit de couloir à gauche, à droite concernant Nicolas Pepe. Donc c'est pour cela que j'ai dit il y a lieu de s'inquiéter. Parce que, et d'ailleurs, il n'est pas seul dans la situation. Hein. D'accord. Même si Eric Bailly, malgré ses difficultés, arrive à toujours trouver une place avec les éléphants, mais il est dans la même situation que Nicolas Pepe. Mais ce soir, c'est plus Nicolas Pepe qui nous intéresse. Jean-Philippe, je vous écoute. On doit s'inquiéter? Oui, clairement. Pour faire ce petit lien dans la finition d'Henri Jo avec Eric Bailly, quand on en avait parlé, j'avais dit que Eric, quelle que soit sa difficulté, s'il n'était pas blessé, il allait être en équipe nationale parce que lui, il évolue dans une ligne où je pense que pour l'instant, la concurrence n'a pas réussi à rassurer complètement les entraîneurs et même les spectateurs. Alors que dans la division offensive, ça va très vite. Donc pour revenir à Nicolas Pepe. Oui, je suis sur Nicolas Pepe maintenant. Dans la division offensive, ça va très vite parce que le poste qu'occupe Nicolas Pepe est un poste aujourd'hui qui est convoité et on voit dans les générations à venir des jeunes qui poussent énormément, qui poussent fortement. Pour preuve, sur les derniers regroupements, on n'a même pas senti son absence. Voilà, l'entraîneur n'a pas jugé même nécessaire de faire appel à lui en conférence de presse. Quand on cite même les grands absents, souvent même on oublie son nom. Et là, c'est très dangereux. Aujourd'hui, il a rompu son contrat qui le liait avec son manager historique, celui-là même qu'il a suivi de Lille à Arsenal, Michael Shaw, cet agent sportif ivoirien qui gère les carrières d'Amad Diallo, Bissouma, Eric Bailly, entre autres. Et il a signé avec un agent français qui est très connu, qui s'appelle Ferrer. Et ce dernier, normalement, avait promis à Nicolas Pepe, d'après ce qu'on a pu entendre ça et là, de faire signer Nicolas Pepe dans un top club à part Arsenal. Et ça n'a pas pu se faire, il s'est retrouvé du côté de Nice. À Nice, il ne sera pas retenu. À mon sens, aujourd'hui, il va retourner à Arsenal, mais il va devoir travailler énormément. On sera à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Son choix va être très déterminant parce qu'on sait qu'il reste sur pratiquement 2 ou 3 saisons négatives. Le club dans lequel il va devoir signer, il va devoir être dans un club où il sera peut-être le centre du projet, où il va avoir du temps de jeu, où il va pouvoir avoir, je dirais, tous les moyens pour avoir une santé de fer, parce qu'au moindre couac, je suis sûr et certain, le président de la fédération l'a dit, on ira à cette Coupe d'Afrique avec les joueurs qui sont vraiment en forme. Il n'y aura pas d'arbitraire. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, Nicolas Pepe est quitté du statut des quasi certains d'être présent à la Coupe d'Afrique des Nations pour rentrer dans la liste des incertains. Ok. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Christine Begré. Oui. J'aurai une bonne fête demain. Bonsoir. Merci, bonsoir. Ce n'est pas encore la fête des mères. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. D'accord. Tout le monde vous salue. On vous écoute sur la question LGT concernant Nicolas Pepe. Bon, vraiment, bravo à la droite. Oui. Pour nous donner des grands sujets. Bon, j'en profite de ce sujet merveilleux, interpeller notre entraîneur Gatti. Oui. 2024 là, on veut rapporter la coupe. Donc on n'a pas besoin de cadres d'équipe, on a besoin des gars en forme du moment. Des gars qui sont en jambes du moment, des gars qui viennent nous faire honneur. Que ce soit Nicolas Pepe, quand ils ne sont pas en jambes là, il ne faut pas il ne faut des gens qui sont en forme. Donc je suis inquiet pour Nicolas Pepe. Quand il est en forme, il vient à l'équipe nationale là-même. On ne comprend pas. Il n'est pas en forme. Donc vraiment, bonne mission à toi et on est ensemble. Merci. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, messieurs Avopanonso maintenant, je vous pose donc la question. Nicolas Pepe peut-il espérer retrouver les éléphants, oui ou non? Balo, non. Jean-Philippe, oui. Clément, oui. Henri-Joël, non. Balo, pourquoi le non? Non, parce que lorsqu'on regarde la nouvelle politique de Jean-Louis Gasset, qui s'inscrit premièrement dans la performance des joueurs, qui s'inscrit aussi dans le temps de jeu pour certains, je ne pense pas qu'ils puissent espérer un retour en sélection, parce que nous sommes à une échéance
très importante pour la sélection ivoirienne, c'est-à-dire une Coupe d'Afrique des Nations organisée à domicile. Et ça sous-entend que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire doit être composée de joueurs qui sont performants, qui ont un temps de jeu, mais qui peuvent aussi avoir un apport considérable. En ce qui concerne les deux premières cases, c'est-à-dire la performance et le temps de jeu, cette année, Nicolas Pepe n'y est pas du tout. Clairement, il a été très souvent blessé, il n'a pas eu de temps de jeu. En ce qui concerne la performance, rien du tout, puisque s'il est absent, il ne peut performer. Donc oui, quand on regarde ce qui s'est passé cette saison pour Nicolas Pepe et qu'on voit la difficulté à venir en ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations, avec les nations, les joueurs qui sont engagés dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour le moment, à moins d'un revirement ou d'un changement, je ne pense pas qu'il puisse espérer en tout cas être dans la liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Messieurs, je reviens à vous tout de suite. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la très grande Marie-Christine. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Bon, la grande team vous salue. La grande team, hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Est-ce que Bon, Pépé peut-il espérer retrouver les éléphants? Oui, c'est vrai qu'il a traversé une saison un peu compliquée dans son nouveau club. Bon, il était blessé. On espère que d'ici la CAN, il va retrouver sa santé et puis retrouver un autre club. Retrouver un autre club où il va s'épanouir. Sinon, s'il reste dans cette uniforme-là, c'est sûr que l'entraîneur ne va pas l'appeler et ça sera un peu dommage pour nous parce qu'on connaît Nicolas Pepe, on sait que quand il est en forme, sur un match, il peut faire la différence. On a vu le match amical contre la France. Il a mis toute la défense de la France sous le teignoir. Donc, la prière, c'est qu'il retrouve d'abord la plénitude de sa santé et qu'il trouve un nouveau club où il va s'épanouir avant la CAN. C'est tout le mal que je lui souhaite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup. Clément. Oui, j'ai mis un oui parce que c'est pas parce que c'est le joueur le plus convaincant en sélection, mais après, il ne faudrait pas fermer la porte à un joueur parce que, voilà, comme l'a dit Balo, il y a la CAN qui arrive, mais est-ce que Balo, on a une certitude du futur ou de ce qui nous attend demain? Peut-être que les mêmes joueurs que tu as aujourd'hui qui sont en forme seront blessés, peut-être, je ne souhaite pas. Ils peuvent avoir des pépins à quelques semaines ou à quelques mois de la compétition. Donc je me dis qu'il ne faudrait pas fermer la porte à un joueur. Comme l'a dit aussi la déclaration, en partant de la récente déclaration de Jean-Louis Gasset qui dit oui, à 80% l'effectif de la CAN est connu, même s'il va y avoir encore un ou deux nouveautés. Les joueurs qui sont en prêt ou en fin de contrat doivent prendre les bonnes décisions pour être dans les meilleures dispositions. Donc on a un Nicolas Pepe qui est en difficulté, il reste 1 an de contrat avec Arsenal. Donc du coup, s'il arrive à trouver du temps de jeu, s'il arrive à avoir ce club-là qui va lui permettre de regagner en termes de compétition, en termes de minutes et puis les performances qui vont arriver, je me dis que oui, il y a encore de la place pour lui. Henri-Joël, oui. Alors, on ne dit pas que c'est fini, mais ça va être compliqué. C'est pourquoi on a parlé de est-ce qu'on peut espérer un retour de Nicolas Pepe. Effectivement. J'ai dit non. Parce que déjà, sa situation, c'est quoi? C'est qu'il est toujours sous contrat avec Arsenal. Ce qui veut dire que Arsenal ne va pas le laisser partir libre. Donc, le club demandeur, il va falloir débousser quelque chose. Or, dans la forme de Nicolas Pepe, je me demande combien sont les clubs qui vont vouloir sortir de l'argent pour pouvoir l'attirer. Ça, c'est un. Ensuite, même si c'est fait, il va falloir à Nicolas Pepe discuter de salaire. Parce que Nicolas Pepe, c'est pas... Voilà, en venant à Lille, peut-être il a décidé de baisser un tant soit peu son salaire pour pouvoir jouer avec Lille. Mais ce n'est pas évident qu'il revoie à nouveau son salaire pour pouvoir jouer. Ensuite, s'il vient, il va falloir s'adapter. Et puis, quel club aujourd'hui va vouloir Nicolas Pepe? On évoquait le cas d'Aurier il y a cela quelques instants. Aurier qui a fait une saison moyenne avec l'équipe de Forest, qui est courtisée par Rennes. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de bruit de couloir concernant Nicolas Pepe, concernant l'éventuelle destination de Nicolas Pepe. C'est en cela que je dis que ça va être difficile. Parce que non seulement, s'il ne réussit pas à quitter Arsenal, qu'il est conservé par Arsenal,
il ne sera pas parmi les joueurs, parce que depuis longtemps, Arteta ne veut pas de lui, ça, il a fait savoir. Donc, il ne sera pas parmi les joueurs cadres ou les joueurs titulaires ou les joueurs même dans l'effectif du club d'Arsenal. On peut même l'envoyer s'entraîner avec la réserve. Donc, quand on regarde tous ces paramètres, on se pose énormément de questions en ce qui concerne l'avenir de Nicolas Pepe chez les éléphants. Parce qu'aujourd'hui, on va jouer cette CAN à domicile, une CAN où on doit venir avec les joueurs en forme du moment. L'appelant l'a dit, les joueurs en forme du moment. Et d'ailleurs, c'est ce qui régit même la sélection. On sélectionne les joueurs en forme du moment. Et actuellement, où nous parlons, il n'en fait pas partie. Et qu'est-ce qu'il prouve aussi? Parce que quelqu'un a dit qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne sera pas en forme à l'approche de la CAN, mais qu'est-ce qu'il prouve aussi qu'il sera en forme à l'approche de la CAN? Donc c'est pour cela que je dis ça va être difficile pour lui. Donc c'est pour cela que j'ai mis non. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a Pascal Angwa Kofi qui nous dit « Nicolas Pepe va retrouver un bon club pendant le mercato et sera avec les éléphants. C'est un cadre de la sélection et un joueur extraordinaire. Souvenez-vous que l'année dernière, il ne jouait pratiquement pas avec son club Arsenal, mais il a été meilleur éléphant pendant la CAN au Cameroun. À son poste en équipe nationale, c'est peut-être... Zaha et Amad Diallo qui ont fait mieux malgré sa baisse de régime. Cette année, avec Nice, il a fait 28 matchs, 23 titularisations, 8 buts, malgré une longue période de blessures, je n'en doute point. C'est un talent extraordinaire, il reviendra à son meilleur niveau, j'en suis certain. Une minute Jean-Philippe, on a un appelant, on a M. Goué qui nous appelle de Beaunois. M. Goué, on vous écoute. Bonsoir, M. Goué. Oui, bonsoir. Je vous entends très mal, si vous pouvez un peu élever le volume. Oui. Je salue tout le plateau de la Grande Team. Est-ce que là, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Alors, concernant le sujet donc, du jour, je pense que ce sera très, très difficile pour Pepe Nicolas de revenir en sélection, même si on n'écarte pas le fait que beaucoup de choses peuvent se passer d'ici la CAN. Après, ce qui compte beaucoup pour lui, on va dire, ce qui va dans son avantage, c'est le fait qu'il ait participé à la récente CAN. Et avec ce que Gassi pourrait faire, il y aura peut-être 2 changements avec l'entrée de Abaka Sylar et le retour de Seko, mais ce sera exactement l'équipe type qui a joué lors de l'ancienne CAN, on va dire la précédente CAN au Cameroun. Donc, Pepe Nicolas, on espère qu'il retrouvera un club. Et sa présence, je pense que c'est possible pour lui. Ce sera vraiment difficile de retrouver un club et tout. Il pourra peut-être faire partie du groupe, mais être titulaire, ce sera une autre paire de manches. Mais c'est possible et on va voir ce qui va se passer. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe, oui. Vous savez, dans ce genre de compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, à l'image des grandes compétitions sportives mondiales, les anciens partent toujours avec un temps d'avance par rapport aux nouveaux. Ils partent avec ce temps d'avance pour une seule chose, c'est l'expérience de la compétition, l'expérience du vivre ensemble. Et beaucoup d'entraîneurs privilégient également cet aspect. Nicolas Pepe en équipe nationale, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas entendu de bruit de couloir le concernant dans une compétition internationale. Il sait qu'il a la croisée des chemins, il a presque 30 ans. Il a intégré l'équipe nationale de Côte d'Ivoire très jeune. Il avait, je crois, 19 ans. Il a joué sa première Coupe d'Afrique des Nations peu après le sacre de 2015, en 2017. Donc, il est présent en équipe nationale au niveau des compétitions continentales depuis 2017. Et donc, c'est, je dirais, la première fois qu'il lui arrive dans sa carrière d'être dans ce petit moment, je dirais, de baisse de régime. Et 6 mois, pour moi, c'est vrai, c'est court, mais c'est très long. Voyez-vous, quand on prend par exemple, on a pris des exemples, Légion et Clément l'a dit, concernant l'état de forme de certains joueurs. Au dernier mondial, avant cette compétition, on avait un grandissime joueur africain dont on disait que ça allait être véritablement l'apothéose de sa carrière, Sadio Mané. Et 2 ou 3 jours avant que la liste ne soit dévoilée, il s'est blessé. Mais ça peut se passer dans un autre sens. Voilà, Nicolas Pepe, aujourd'hui, je pense que le réseau de son nouvel agent va forcément lui trouver un point de chute. Pour l'instant, c'est vrai, on n'entend pas parler de cela, mais il y a forcément des négociations qui vont se faire. Parce que pour Arsenal, s'il décide de garder Nicolas Pepe, il s'expose à le perdre, c'est-à-dire à partir gratuitement et à signer dans un nouveau club à partir de janvier.
S'ils le prêtent également avec option d'achat, ils sont obligés de revoir son prix. Une chose est sûre et certaine, aucun club aujourd'hui ne misera peut-être plus de 15 millions d'euros sur Nicolas Pepe. Donc ce sera Arsenal de voir si c'est un montant qui leur convient pour pouvoir céder ce joueur et minimiser leurs pertes, ou s'ils décident de le conserver jusqu'au terme de son contrat et assumer tout ce qui va venir après. Maintenant, pour eux, il faudrait mieux que Nicolas Pepe puisse, même s'il est prêté, jouer la Coupe d'Afrique des Nations, se faire remarquer, signer dans un bon club, et puis ils vont récupérer une bonne somme d'argent. Maintenant, c'est au garçon de faire un travail sur lui. Parce que là, il est à quelques mois de cette grande compétition au pays, compétition à laquelle je pense qu'il a rêvé depuis de nombreuses années. C'est à lui maintenant de comprendre qu'il n'est plus dans son fauteuil, je ne vais pas dire de sénateur, mais dans son fauteuil qui le rassurait, en se disant que oui, derrière, il n'y aura personne, je suis un grand cadre, peu importe ce qui va se passer, je serai qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je le dis, quand on regarde les U23 et les U20 de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, les jeunes qui viennent, il y en a de la qualité. Et donc, je pense simplement que pour Nicolas Pepe, il va falloir travailler également lui-même sur sa psychologie pour qu'il puisse être véritablement prêt mentalement à pouvoir relever ce défi. Parce qu'il part maintenant de très loin. Il ne va pas, il va plus retrouver, je dirais, son statut d'intouchable en équipe nationale. Et donc, pour moi, quand je regarde tout ça, je le sais battant. Je me dis, oui, c'est faisable. À 6 mois de la compétition, il peut réussir à faire une très bonne moitié de saison et être pas gassé. Ok, merci beaucoup, Jean-Philippe. Les sportifs ivoiriens se sont prononcés sur la question LGT concernant Nicolas Pepe. On les écoute. Concernant Nicolas Pepe, je crois bien qu'il a fait plusieurs preuves dans le football. C'est son effectif même qui a permis à Lille, le LOSC, de gagner la Ligue 1 Conforama. Si c'était moi, le coach, il était classé vraiment titulaire. Ça serait très difficile pour lui de retrouver l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que présentement, l'équipe regorge des jeunes talentueux, tels que Saïdion et bien d'autres talents. Et quand c'est comme ça, quand tu n'es pas en jambes, on sait que l'équipe n'est pas un club ou encore une équipe où on appelle les jeunes pour venir retrouver, pour se mettre en jambes. Donc il faut être en jambes et puis venir à l'équipe nationale pour se donner au maximum. Bon, pour ma part, il doit trouver un club à son niveau. C'est-à-dire quoi? Un club un peu moins, puisque c'est un joueur vraiment qui a beaucoup de talent, mais c'est un joueur qui déçoit beaucoup, il n'est pas régulier, il est un peu nonchalant sur le terrain. Donc il trouve au moins un club qui est un peu moins à son niveau pour pouvoir s'exprimer. Et on pense qu'avec ça, s'il arrive à se surpasser, faire de bonnes performances, il pourra retrouver la sélection. Nous voyons que Nicolas Pepe, dans l'équipe nationale, les années passées et les années antérieures, il a beaucoup apporté pour la nation. Donc je pense que mon ami Nicolas Pepe peut réintégrer évidemment l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc sincèrement, il faut qu'il puisse remonter en club et puis, vu sa performance, puisse revenir à la sélection. Donc je pense que Nicolas Pepe peut venir à la sélection ivoirienne. On passe à présent au carton de la semaine. Le principe est simple, hein. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Vous avez donc vos cartons devant vous, messieurs. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Balo, on commence par vous. Carton vert à l'équipe de l'Agir de Guy Biroy, qui a montré un très bon niveau de jeu. C'était une équipe qui a créé la surprise au stade Robert Champroux. Personne ne s'attendait à ce que l'Africa Sport d'Abidjan essuie une défaite lors de ce match-là, mais on a découvert une équipe tactiquement bien en place, qui a su faire la différence, notamment avec des joueurs comme Adjoumani Harold et notamment leur gardien Gouran Pacom, qui a été étincelant lors de ce match-là. Donc félicitations à l'équipe de l'Agir de Guy Biroy, qui a fait un gros match et qui a su tenir la dragée haute à l'Africa Sport d'Abidjan. Henri Joël, votre carton? Carton V également. On va rester en Ligue 2 pour évoquer l'équipe de Mouna, qui visiblement a presque un pied et 4 fauteuils au niveau de la Ligue 1. Après cette brillante victoire face à l'équipe de Iscar, c'était le match attendu par tout le monde, mais cette équipe de Mouna a montré quelque chose d'extraordinaire. 4 buts en moins de 30 minutes au stade Robert Champroux de Makori, il fallait le faire, ils l'ont fait.
D'accord. Et derrière, ils ont pu résister parce que la deuxième période a été pour l'équipe de Isca, mais ils ont pu résister. On salue le président Ali Mounagazi, on salue le capitaine Ouattara Souleymane Ouattara, qui a été exceptionnel, et toute l'équipe, en tout cas félicitations à cette équipe de Mouna, et on souhaite qu'il continue, il termine le travail commencé sur ce match face à Isca, en s'imposant au dernier match face à Yamoussoukro et surtout arrivé en Ligue 1. D'accord. Clément, votre carton? Ah ouais, Carton rouge. Je mets un carton rouge. Sanction. Mamelodi Sundowns en demi-finale de la Coupe de la Champions League africaine, parce que là ils vont commettre une faute professionnelle, parce que au match aller à 10 contre 11, ils vont résister face au Wydad de Casablanca, et puis à domicile, on sait que c'est la meilleure équipe de cette Champions League africaine cette saison, meilleure attaque également. Donc un carton rouge pour eux, et ils venaient à quelques minutes de la fin, ils vont se faire rattrapés par le Wydad de Casablanca. Ils vont sortir de cette compétition en restant invaincus. Ils ne vont pas perdre de match en élimination, en préliminaire, comme en phase de poule, en quart de finale, en demi-finale également. Donc je pense que quand on s'appelle le Mamelodi Sundowns, on ne doit pas commettre ce type d'erreur. D'accord. Jean-Philippe, votre carton? Oui, je vais m'intéresser un tout petit peu à ce qui a défrayé la chronique cette semaine du côté de l'Europe et du monde entier, le cas Vinicius Junior, et puis adresser un carton rouge à tous ces supporters racistes, parce que contrairement à ce que Vinicius a dit, sûrement sous l'effet de la colère, on va éviter la généralisation, la stigmatisation générale de toute une population, de tout un peuple. Je ne pense pas que, comme l'a si bien dit Carlo Ancelotti en conférence de presse, en Espagne, le pays soit un pays raciste, mais je pense que les dirigeants sportifs et même la politique, les dirigeants de la politique en Espagne ont un tout petit peu laissé se développer ce sentiment raciste contre surtout les Noirs, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu le cas Samuel Eto'o il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, Vinicius Junior, parce que comprenez que sur 10 cas de racisme qui ont été portés à l'attention de la Liga cette saison, il y a eu 9 qui ont concerné Vinicius Junior, et il a fallu attendre le 9e cas qui était vraiment flagrant. On avait l'impression qu'il était systémique avant que les dirigeants espagnols lui décident tout simplement de sévir. Et ce matin, pour ne pas dire, excusez-moi, hier, Mokhtar Diakabi, un joueur malien, avait refusé de prendre part, je dirais, à cette cérémonie mise en place par la Ligue espagnole pour dire non au racisme, parce qu'il estimait qu'il en avait été victime, il s'était plaint et rien n'avait été fait. Donc on espère que maintenant, avec la médiatisation du cas Vinicius Junior, du côté de l'Espagne, on puisse prendre maintenant les mesures pour que ça s'arrête définitivement. Très bien. Merci, messieurs, pour ces informations. Carton vert pour vous tous, parce que vous avez été excellents. On passe à présent au plus calé. Le plus calé de ce soir, le thème est football ivoirien. Vous jouez donc en équipe A, Ballot et Jean-Philippe, équipe B, Henri-Joël et Clément Yeton. Première question, combien de titres de champion de Côte d'Ivoire compte le stade d'Abidjan? A, 4, B, 5, C, 6. 4, 5 ou 6. Équipe A, Ballot, c'est votre équipe? La réponse C. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse B. 5. Le stade d'Abidjan a été sacré en 1962, 1964, 1965, 1966 et 1969. Depuis 54 ans, les Yéyés n'ont plus goûté aux joies du titre de champion de Côte d'Ivoire. On connaît, donc voilà. Deuxième question, ce n'est pas un argument qui tient. Qui était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire à sa première participation au Mondial Junior en 1977 en Tunisie? A. Cablan Sampon. B. Gabo Gérard. C. Djedje Benjamin. A, B ou C? Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse C. Djedje Benjamin. Il était également l'entraîneur des Éléphantos au Mondial Junior en 1983 au Mexique. Troisième question.
Face à quel club l'Africa Sport a-t-il remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1999? A. Club sphacien. B. Club africain. C. Étoile du Sahel. A, B ou C. Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse B, Club africain. L'Africa Sport a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1999 face au club africain 1-0 à Abidjan et 1-1 à Tunis. Quatrième question. Combien de participations comptent les éléphants à la CAN? A, 23, B, 24, C, 25. 23, 24 ou 25 participations. Équipe B. Équipe B. Henri Joël, montrez-moi. Sinon, ça sera 0. Montrez-moi. OK. Donc, équipe 0 point pour l'équipe B et la réponse C pour l'équipe A. C'est la réponse B, 24. La Côte d'Ivoire compte 24 participations à la CAN. Le record est détenu par l'Égypte avec 25 apparitions. Cinquième et dernière question. Laquelle de ces équipes n'a jamais remporté la Coupe nationale? A. USC Bassam. B. Issiaoisi. C. CO Boisflé. A, B ou C, laquelle de ces équipes n'a jamais remporté la Coupe nationale? Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse B. C'est la réponse A, ne vous inquiétez pas. L'USC Bassam, double champion de Côte d'Ivoire en 1960 et 1961, Bassam n'a jamais remporté la Coupe nationale. Les CO Boisflé et Issiaoisi l'ont gagné respectivement en 2004 et 2006. Roulement de tambour. Égalité parfaite entre l'équipe B et l'équipe C. Donc, pas de vainqueur ce soir. Mais comme chez nous, tout le monde gagne. Donc, je considère que vous êtes tous les gagnants. Bon, avec les petits pas de ballon, on termine l'émission de ce soir. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez pas, on se retrouve demain à Agora de Koumassi. Venez donc nombreux. Ouverture des portes à partir de 8 h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.